Mais heureusement, il y a des gens qui résistent, vous voyez. Bon, excusez-moi, je n'ai pas choisi la ville. Il se trouve que c'est à Liège, que se trouve l'impasse de l'Avenir. Mais l'autre jour, j'ai vu une rue qui s'appelle Arreux. Alors j'ai dit, ça c'est bien pour les petits-enfants. Il y a une rue dans une ville de Haute-Savoie qui s'appelle la rue Arreux. Donc c'est bien aussi pour apprendre à parler, vous voyez, à l'école on peut trouver des choses comme ça. Alors, dans dans il y a évidemment la force des institutions à résister. Les institutions, elles incarnent les idées dominantes. Ça stabilise, hein, les institutions, elles stabilisent les organisations, elles sont structurantes. Elles se rendent, c'est ça leur défaut, elles se rendent naturelles et immuables. Et c'est là où elles jouent un mauvais jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne discute le mot école. On dit, ah oui, mais il faudrait changer l'école, il faudrait améliorer l'école. Mais je dis, on n'a qu'à supprimer le mot école, et on va penser à autre chose peut-être. Mais non, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire. Alors je sais bien que c'est une provocation ce que je fais là, hein, mais à mon avis, il faut aller jusqu'à se poser la question de l'évidence de l'école. Quand je lis les propos de l'UNESCO et j'essaye de regarder comment ils en parlent, ils n'arrivent pas à l'UNESCO à faire autre chose qu'à proposer à des pays qui ont très peu de scolarité, je pense à la Guinée-Conakry où j'ai eu la chance une fois d'aller, où il y avait 50% d'enfants non scolarisés, le seul modèle qu'on leur propose c'est de leur faire une école. Et maintenant on leur fait une école augmentée avec Internet. C'est qu'on leur fait une école avec des SMS, enfin je ne sais pas trop, enfin, il y a des gens qui essayent de faire des trucs comme ça. Ça me scandalise un petit peu, je dois vous dire. Mais on leur fait de l'école, quoi. C'est surtout de l'école. Hein. Il faut donc que le savoir soit diffusé auprès des populations pour qu'ils pensent ce que l'on veut qu'ils pensent. Hein, parce que c'est ça derrière. Les acteurs des institutions incorporent les logiques d'institutions. C'est-à-dire que quand vous allez faire une innovation pédagogique avec le numérique, il y a un parent d'élève qui va venir vous voir qui va dire « Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on enseigne. Hein. » Il leur faut des leçons, hein. Puis il faut leur dire ce qu'il faut apprendre, etc. Puis vous avez même des élèves qui vont venir vous le dire. On a des jeunes qui sont venus nous dire « Ah non, non, mais arrêtez d'inverser votre classe, là, parce que moi, je ne m'y retrouve plus. Hein. Moi, il me faut un vrai cours, hein, parce que je ne comprends plus. » Même à l'université, hein, ils nous le disent. Hein. Donc, attention, attention, attention. Les acteurs incorporent les logiques de l'institution, ils les intègrent dans leur culture, donc ils en font quelque chose de naturel, et ils sont rassurés par la stabilité. Ah, c'est rassurant, je suis à l'école, les programmes sont écrits, il y a des horaires, on a des découpage disciplinaire, je sais ce que je vais faire toute l'année, on est tranquille. Et arrive Internet là-dessus qui vous dit « Ah mais non, c'est plus tout à fait comme ça, on pourrait peut-être changer si vous voulez. » Non, 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 on ne va pas changer, donc on va mettre de côté et on va continuer avec notre logique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des logiques. Cette logique, elle s'appelle, excusez-moi, elle s'appelle la forme scolaire. La forme scolaire du 19e siècle donne, la forme sociale du 19e siècle, qui est l'ordre social et érigé au 19e siècle, donne la forme scolaire au 20e siècle. Cette forme scolaire, elle est issue du livre et de l'écrit, du rapport savoir-pouvoir et d'une conception diffusionniste des savoirs. Elle se traduit évidemment par des architectures et des organisations fonctionnelles, le système scolaire. Voilà un exemple de quelqu'un qui a essayé de réfléchir à comment modifier des espaces. Alors regardez, vous avez là en haut à gauche, évidemment, l'espace traditionnel, puis vous avez ce qu'il a essayé de concevoir. Tout simplement, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. C'est qu'on peut imaginer qu'on peut changer parfois l'espace. On peut changer l'agencement des tables. On peut avoir des autres façons de penser comment les jeunes circulent dans l'espace à l'intérieur de l'école. Bon, c'est un chef d'établissement qui a essayé de passer, en France on parle des CDI et des lieux de vie scolaire, à ce qu'on appelle les CCC, les 3C, les centres de culture et de connaissance, qui sont une nouvelle façon. On peut parler aussi d'ailleurs un peu des réflexions menées, mais je suis assez, discutant là-dessus, sur les questions de ce qu'on appelle les learning centers, le développement des learning centers, qui est une idée intéressante, mais qui mérite d'être approfondie. Alors, il faut faire face. La problématique centrale de la résistance, c'est le lien école-société. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce lien, il se décline dans la relation entre l'individuel et le collectif, la définition du vivre ensemble, l'histoire du découpage des disciplines, donc l'histoire de la... Vous savez, il faut créer une nouvelle discipline. Hein, Régis Debray avait voulu un jour inventer la médiologie, puis il y en a un autre qui va inventer un autre truc. Alors, il faut créer une sous-discipline, à la sous-discipline, à la sous-sous-sous... Bon, bref, on n'y en sort pas, et du coup, après ça, on fait des heures à l'école, comme ça, on découpe les programmes par discipline, ce qui devient quelque chose d'absolument incohérent, parce que dans la vraie vie, entre guillemets, que nous vivons tous, hein, évidemment, le découpage disciplinaire, il ne se voit pas autant que ça. Donc, il faut être prudent là-dessus. Et puis, une conception du développement de l'humain. Le développement par palier, par exemple, il faut être à 12 ans à tel niveau, à 13 ans. Alors, c'est un peu issu de Piaget, entre autres, hein, et des stades de développement. Mais pas que. C'est aussi issu d'une organisation industrielle. Hein, tous les élèves du même âge, dans la même classe, au même moment, c'est beaucoup plus facile à gérer que les histoires de cycles où ils peuvent bouger, où ils peuvent avancer, reculer. Pour ceux qui se sont coltés un peu ce genre de choses, c'est costaud.
Et tout ça, dans le fait numérique, c'est questionné. C'est-à-dire que la relation à l'individuel et au collectif, la relation au vivre ensemble, le découpage des disciplines numériques, ça n'existe pas, et la conception du développement de l'humain, eh oui, on n'est plus forcé par une installation, par une organisation fixée. Alors, cette résistance au numérique se traduit par ces éléments-là. Le numérique incarne aujourd'hui, pour beaucoup, l'idéologie du progrès, l'approche libérale, libertaire du monde. N'oublions pas que l'un des fondements d'Internet, c'est l'approche libérale libertaire. Vous relirez là-dessus, il y a un livre assez récent sur, je crois que c'est La vie algorithmique qui vient de sortir, ou un autre ouvrage sur l'histoire de l'informatique qui le montre. La technique repose sur le langage de l'informatique, automatisation et traitement des infrastructures, automatisation du traitement et infrastructures, le langage de l'utilisation, utilisabilité, acceptabilité, le langage de l'information-communication. Les deux premiers sont cachés dans le dernier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous cache l'informatique, vous ne savez plus programmer, on vous cache l'usage, maintenant il n'y a plus besoin de mode d'emploi pour utiliser un traitement de texte, et vous avez accès directement à l'information. C'est ça les apps, les applications que vous allez télécharger sur les stores. C'est ça, c'est des trucs où il ne faut pas que vous ayez à apprendre, vous avez tout de suite le contenu. Ni la maîtrise de l'usage, ni la maîtrise de l'informatique n'est nécessaire. Or, l'usage, l'ergonomie qui a été conçue, et l'informatique qui est nécessaire derrière, eh bien, ils existent toujours, mais ils sont cachés. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pratiques, cependant, dans les classes, et des pratiques nombreuses. Je vais essayer de terminer dans les délais, vous m'en excuserez. Alors, il y a des pratiques, les pratiques se multiplient, mais sont souvent surmédiatisées et trop peu analysées. Elles reposent sur l'initiative, l'invention, l'expérimentation de personnes ou d'institutions. Autrement dit, pour l'instant, dans le numérique, la grande majorité des évolutions sont le fait de minorités agissantes. Elles reposent donc sur l'initiative et elles ouvrent des possibles. Mais alors la question qui se pose est évidemment de savoir si elles sont transformatrices de l'institution ou suggèrent-elles simplement des utopies possibles. Que ce soit les classes inversées ou les MOOC, pour moi, ce sont des utopies possibles, ce n'est surtout pas une remise en cause de l'institution. Je dirais même que dans certains cas, ça conforte l'institution, confère un article assez critique sur les MOOC aux États-Unis qui nous montre que c'est au contraire pour conforter la santé économique de certaines institutions. Alors, évidemment, il y a cette évolution des pratiques. Si j'ai repris volontairement ces photos, c'est parce qu'on change l'espace, vous le voyez bien. Alors, je voudrais évoquer avec vous des modèles d'évolution et je voudrais rappeler Michael Huberman en 1973 dans un rapport à l'OCDE qui évoquait déjà la résistance. Et moi, je vous propose 3 modèles qui vont permettre d'évoluer. Alors, le premier modèle, c'est évidemment l'idée, ce que j'appelle le intra-institutionnel, c'est simplement introduire le numérique dans l'existant. C'est assez courant, c'est en gros ce qu'on voit à peu près partout. On ne change pas la structure, mais on introduit le numérique. C'est une façon de faire qui permet de ne pas trop déstabiliser les gens. Mais il y a le modèle interinstitutionnel, ouvrir les institutions avec le numérique, c'est-à-dire déjà faire en sorte que les frontières naturelles de l'institution soient dépassées et que les institutions se rapprochent les unes des autres, communiquent entre elles. J'imaginais ce que pourrait être l'avenir des MOOC. Vous savez, les MOOC, c'est ces cours un peu en ligne auxquels on accède gratuitement, sauf pour la certification, bien évidemment. Et j'imagine un petit peu que moi, je fabriquerais une université qui n'aurait aucun enseignant, qui n'aurait que des parcours de MOOC. Et je dirais à mes étudiants, voilà, vous allez faire le MOOC machin, 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 machin. Là, c'est l'université de Stanford, là, c'est Lausanne, là, c'est Louvain, là, etc. Et ainsi, vous aurez, comme ça, avec votre ensemble de diplômes, vous aurez un diplôme complet, et on pourrait imaginer quelque chose qui serait hors institution. C'est-à-dire que je recréerais une institution diplômante pour des enseignements qui seraient faits ailleurs. Si on pousse loin le bouchon, on peut imaginer tout à fait cela. Et puis, il y a un dernier modèle, c'est le modèle méta-institutionnel, c'est repenser complètement les institutions dans ce contexte numérique. Et moi, j'appelle évidemment à ce niveau de réflexion.